toutes et à tous. Alors, dans la pratique sportive elle-même, dans les discours médiatiques produits lors de grands événements, dans l'histoire des sports, l'égalité ne va pas de soi. Contingente, silencieuse, voire dénoncée, elle a été et reste une égalité à construire. En 1986, dans un livre pionnier intitulé « Sport et civilisation, la violence maîtrisée », les sociologues Elias et Dunning proposent une analyse de la genèse et du développement des sports modernes, définissant ces pratiques comme un fief de la virilité. Et de fait, il faut souligner que le monde des sports s'est très largement construit sur l'exclusion des femmes et des filles, et cela depuis le XIXe siècle. Les sports, à l'origine, sont un monde d'hommes. Une première interprétation de ce processus repose sur des attitudes de rejet des hommes envers les femmes. Les hommes, à l'origine des premiers clubs sportifs, notamment en Angleterre au XIXe siècle, mais aussi en France à la fin du XIXe siècle, précisaient ouvertement dans les statuts de leur association que les femmes en étaient exclues. Évidemment, ce fait doit être compris dans son contexte, celui d'un XIXe siècle, durant lequel les relations sociales sont basées sur une discrimination sexuée stricte, tout particulièrement dans la bourgeoisie. Ce rejet actif, nous le retrouvons encore au début du XXe siècle dans la bouche de Pierre de Coubertin, comme vous l'avez justement souligné, le célèbre rénovateur des Jeux Olympiques. Donc, je poursuis la citation. Il dit « Une Olympiade femelle serait impensable, impraticable, inintéressante, inesthétique et incorrecte. » Cependant, en 1900, à l'occasion des deuxièmes Jeux Olympiques de l'ère moderne organisés à Paris, les femmes font pour la première fois, par le biais du lawn tennis et du golf, leur entrée dans la compétition sportive. Mais encore ne faudrait-il pas considérer le sport uniquement comme une performance. Ainsi, tout n'est pas qu'inégalité. Il existe aussi des processus vers la mixité, et cela dès la fin du XIXe siècle. Les loisirs et les sports de pleine nature de la bourgeoisie du début du XXe siècle sont souvent ouverts aux femmes, parfois mixtes, comme la pratique de la bicyclette ou le tennis. Cependant, la bicyclette va très vite rassembler toutes les craintes et les préoccupations, non seulement médicales, mais morales de l'époque concernant la femme. J'ai fait ma thèse sur les ouvrages médicaux qui ont trait à l'accès des femmes aux activités physiques et sportives, et j'ai trouvé plus d'une cinquantaine d'ouvrages sur bicyclette et organes génitaux. Et donc je vous ai sorti une petite citation, une des citations qui m'a le plus interrogée, d'un médecin, issu d'une thèse de médecine faite à Bordeaux en 1897, où il est dit sur la bicyclette: « Un grand nombre de femmes que nous avons interrogées au sujet des sensations voluptueuses ressenties à bicyclette nous ont répondu affirmativement. Il est des cas où cette sorte de masturbation sportive les excite à tel point qu'elles augmentent progressivement leur vitesse, filent souvent avec une grande rapidité dans les descentes, sans apercevoir les obstacles placés sur leur chemin. » Ça peut vous sembler étrange ou drôle, etc. Mais il faut savoir que c'est une réalité à l'époque, et j'ai trouvé énormément de citations à ce sujet, ce qui peut permettre d'expliquer pourquoi les femmes sont si peu représentées encore aujourd'hui dans le cyclisme. Ainsi, l'accès des femmes à la pratique physique et sportive est marqué par de nombreux freins, notamment médicaux, et de nombreuses contradictions entre émancipation et contrôle des corps féminins. Une seconde interprétation peut renvoyer aux représentations mentales et sociales liées à la masculinité, l'esprit de compétition, la recherche de l'affrontement, etc., et à la féminité, le goût pour l'hygiène, tout particulièrement autour de la fonction biologique et sociale de reproduction, qui concourt également à l'éviction des femmes dans un espace des sports très compétitif, ou alors qui les amène à pratiquer des activités spécifiques où ce sont les hommes qui sont exclus formellement ou du moins symboliquement, comme la natation synchronisée, la gymnastique rythmique, etc., etc. De fait, dans une activité sociale basée sur une performance et ou sur une quête d'un record, les différences physiologiques entre les femmes et les hommes constituent une barrière que certains voudraient infranchissable. Mais tout est une question d'hiérarchie, car il va de soi que les performances de n'importe quel athlète, dans n'importe quelle épreuve olympique, dépassent les capacités du commun des mortels. Je peux vous prendre l'exemple de Laure Manodou, désormais toute jeune retraitée, qui nage vraisemblablement toujours plus vite que 99% de la population masculine française. Pour revenir à l'histoire, le domaine de la pratique physique et sportive étant un bastion masculin, comme on a pu le voir, comment prescrire une activité physique pour les femmes ? Bien que limité dans les années 20, le sport féminin prend de l'ampleur au niveau international et va se développer de telle façon que le sport masculin ne va pas avoir le choix et va être dans l'obligation de prendre en compte ce phénomène. Et donc, la croissance des Jeux mondiaux, organisés par des femmes, donne alors aux femmes le pouvoir d'inclure un programme féminin d'athlétisme pour la première fois aux Jeux Olympiques d'Amsterdam en 1928. Cependant,
seulement 5 épreuves leur sont autorisées. Le 100 mètres, la hauteur, le disque, le 4 x 100 mètres et le 800 mètres. La participation des femmes au 800 mètres va déclencher une telle controverse et de nombreuses réactions hostiles. Les comptes rendus de la course sont erronés et falsifiés. John Tunis, un célèbre journaliste sportif de l'époque, relate « Sous nos yeux, sur la piste cendrée, se trouvaient 11 pauvres femmes. 5 ont abandonné avant la course et 5 se sont effondrées sur la ligne d'arrivée. » Néanmoins, les photos et les films de cette course attestent que les 9 femmes qui ont pris le départ ont terminé la course et qu'aucune ne s'est effondrée d'épuisement à l'arrivée. Les sportives étaient logiquement simplement marquées par l'effort, du fait du record mondial établi par la gagnante. Pourquoi je raconte ça ? C'est que suite à cette polémique, les femmes ne seront plus autorisées pendant 32 ans à courir une distance supérieure à 200 mètres lors des Jeux Olympiques. Dans ces mêmes années, dès les années 30, des sportifs font l'objet de ce qu'on peut appeler un procès de virilisation dans des épreuves d'athlétisme en raison de morphologie jugée trop masculine. Il est dit, on le lit, on le trouve, que les athlètes ont trop de muscles, des épaules baraquées, trop carrées, pas assez de poitrine, des hanches gommées, ou encore une pilosité anormalement abondante, je cite. Finalement, ces athlètes, dès les années 30, commencent à se rapprocher des hommes, non seulement par le physique, mais aussi par leur performance. Leurs records extraordinaires réduisent progressivement l'écart entre les sexes, et dès que les records sont un peu trop forts, des soupçons sont alors émis au sujet du sexe de certaines sportives. Face à ces athlètes qui vont bouleverser la représentation de ce qu'on attend du masculin et du féminin, le monde sportif va tenter de maintenir une bicatégorisation sexuée. Et donc, on va voir apparaître, en 1966, ce qu'on appelle un contrôle de féminité, instauré par les fédérations internationales d'athlétisme, sans équivalent dans d'autres domaines, et qui va faire du champ sportif un cas tout particulièrement problématique pour questionner la bicatégorisation par sexe. On pourra y revenir sur ce contrôle de féminité, je ne m'y attarde pas. Cette décision finalement de contrôler la féminité des sportives est révélatrice du traitement asymétrique des sexes dans le système de genre. Aucun sportif homme n'a jamais été soupçonné d'être une femme, et la mise en place d'un test de masculinité n'a jamais été envisagée. Finalement, ceci confirme l'idée que le sport serait un véritable fief de la virilité. Les instances sportives continuent à s'interroger sur l'identité sexuée de la sportive, alors que la pratique sportive confirme l'identité sexuée de l'homme. En investissant ces bastions masculins, les sportifs continuent de susciter des interrogations qui prennent toutes pour point de départ leur morphologie ou leur record, considérés souvent trop comme masculins. Alors même qu'on les juge sur leur performance sportive, il semble impossible pour les sportives, mais tout à fait possible pour les hommes, d'échapper à une appréciation esthétique. Les sportives, encore au XXIe siècle, doivent être minces, longilignes, gracieuses dans leurs efforts. Leurs performances sont souvent reléguées au second plan, au profit d'un jugement esthétique, par exemple très présent dans les commentateurs sportifs. J'ai un exemple très criant. Berlin, été 2009, championnat du monde d'athlétisme, finale du 800 mètres, dames. La jeune sud-africaine Caster Semenya explose son record lors d'une course mémorable. Mémorable, cette course l'est pour des raisons évidentes de performance sportive. Toutefois, elle le restera aussi pour des raisons douteuses de performativité du genre. À peine la course finie, et au vu du chronomètre, le staff des membres des équipes nationales en lice, les commentateurs, les journalistes sportifs de la presse écrite et audiovisuelle, lancent une véritable cabale contre cette athlète. Nul n'aurait songé à le faire si Caster Semenya n'était pas arrivée première. En faisant une telle performance, en remportant la course avec un record personnel, Caster Semenya a malheureusement performé son genre, elle a fabriqué une féminité exemplaire. Et chacun y est allé de son commentaire. Les épaules de Caster Semenya étaient trop larges, ses hanches trop étroites, ses cuisses trop fortes, ses mâchoires trop protubérantes, je cite, trop, pour être considérée comme une authentique femme. Nous pourrons y revenir lors d'un débat. La naturalisation n'est pas propre au monde du sport, mais pour des raisons historiques et culturelles, elle y est particulièrement évidente. Tout d'abord, plus que dans tout autre domaine, la corporalité est omniprésente et la performance corporelle adulée. Depuis toujours, la question est récurrente, le sport virilise, oui ou non, celles qui en font. Non seulement les sportifs doivent la plupart du temps s'approprier des techniques étiquetées masculines, mais de ce fait, elles doivent également prouver leur féminité. D'où chez certaines une tension permanente entre la préservation de leur féminité et la reconnaissance de leur capacité physique dans un milieu masculin. L'ambivalence qui en résulte peut se traduire par ce qu'on appelle une hyperféminisation presque caricaturale, qui a pour effet pervers de renforcer la bicatégorisation, en marginalisant plus encore les sportifs qui ne répondent pas aux critères traditionnels de la féminité.
Je vous ai pris l'exemple de la joueuse de tennis Anna Kournikova. Les sponsors exigent de plus en plus des sportifs qu'elles prêtent attention à leur image, mettent en avant leur féminité, jouent sur la séduction. Donc l'exemple de la joueuse de tennis Anna Kournikova est à cet égard révélateur. Encensée par les médias, bien qu'elle n'ait jamais remporté de grands tournois, elle est devenue l'égérie de plusieurs marques d'articles sportifs, simplement parce qu'elle renvoyait une image idéale ou idéalement conventionnelle de la féminité. Nous pouvons nous arrêter quelques instants sur l'affaire récente de la grande skieuse qui est au tableau, Lindsey Vonn, très médiatisée, qui a su jouer avec son image, répondant aux critères normatifs de la féminité. Elle fait des photos de mode. Elle a voulu concourir et participer, là, en novembre dernier, à une compétition sportive avec les hommes. C'était son défi, et c'est un rêve qui a été stoppé net par la Fédération internationale de ski. À l'unanimité, les membres de cette fédération se sont mis d'accord pour ne faire aucune exception au règlement, stipulant que les femmes ne sont pas autorisées à se mesurer officiellement aux hommes et vice-versa. La championne olympique a reçu cependant de nombreux soutiens. Finalement, ce qu'a rappelé la Fédération internationale de ski, c'est que le sport fédéral n'est pas fait pour jouer ensemble. Les femmes avec les femmes, les invalides d'un côté, les valides de l'autre, même si on peut avoir à l'esprit l'exemple d'Oscar Pistorius, les jeunes sans les vieux, les gros sans les... dans leur catégorie, toujours dans le respect de l'équité sportive. Bref, à l'heure où des désirs voient le jour de changer de catégorie ou bien de jouer dans plusieurs catégories, les fédérations sportives rappellent le cloisonnement nécessaire pour elles, sur lequel repose tout l'édifice sportif. Pourtant, d'autres manières de jouer émergent. D'autres envies de s'affronter peuvent se dessiner. Le jouer ensemble suppose d'autres logiques que le jouer contre. On pourrait y revenir également. En avril 2009, l'implacable logique de l'ordre sexué a convaincu les joueuses de l'équipe de France de foot de poser nues pour que la grande presse s'intéresse enfin à elles. Et dans l'objectif affirmé de la fédération de tenter de sauver le football féminin français. Même si leurs très bons résultats lors de la Coupe du Monde féminine en juillet 2011, elles ont terminé à la 4e place, ont trouvé un certain écho dans la presse, leur médiatisation reste très faible comparativement à celle de leurs homologues masculins, et ce constat vient à l'appui des remarques qui précèdent. Les sports de tradition masculine, comme le rugby, sont considérés comme pouvant déformer le corps féminin ou en altérer la féminité. Argument qui, aujourd'hui encore, peut contribuer à l'exclusion officielle des femmes d'un certain nombre d'épreuves sportives. Ainsi, malgré les réclamations de nombreux athlètes, le CEO ne les inscrit toujours pas au décathlon, malgré le fait qu'elles aient le droit maintenant à faire de la perche, ni aux 50 km marche. Il ne les admet à la perche que depuis les Jeux Olympiques de Sydney en 2000, aux 3000 mètres steeple en 2008 à Pékin, et à la boxe depuis Londres en 2012. Le CIO a par ailleurs refusé d'inscrire le saut à ski féminin au programme des Jeux de Vancouver en 2010, malgré les réclamations de la Fédération internationale de ski et les plaintes pour discrimination déposées par plusieurs sauteuses devant la Cour suprême du Canada. Finalement, bonne nouvelle, le saut à ski sera ouvert aux femmes pour la première fois aux Jeux Olympiques de 2014 en Russie. Certaines compétitions se caractérisent par un traitement asymétrique des sexes. Dans un grand tournoi comme celui de Roland-Garros, par exemple, les joueuses de tennis doivent remporter 2 sets au lieu de 3 pour les joueurs. Finalement, c'est un héritage de l'infériorité physique, dite naturelle, des corps féminins. Enfin, à quelques exceptions près, la voile, l'équitation ou le tir, le sport reste un domaine où la mixité n'existe pas, symbole du cloisonnement entre les sexes. Ayant rencontré tout au long de mes recherches de très nombreux acteurs du sport, des DTN, des entraîneurs, des médecins du sport, mais également des sportifs et des sportives, une notion, un concept, une idée est ressortie de manière très forte dans tous ces discours. Une notion qui ne cesse de m'interroger, moi, sociologue et historienne du sport, celle de la vraie femme. Et finalement, de la vraie sportive, celle qui doit être et qui peut être autorisée à concourir chez les femmes au sein des compétitions sportives féminines. Si les acteurs rencontrés ont donné des réponses très variables sur ce qu'ils entendaient par vraie femme, tous, quel que soit leur domaine et leur niveau d'exercice, s'accordent néanmoins à me dire qu'en premier lieu, une vraie femme, c'est quelqu'un qui a toutes les capacités pour enfanter. C'est donc la capacité procréatrice qui semble faire l'essence de la vraie femme. L'écrivaine philosophe Simone de Beauvoir, et avec elle de nombreuses historiennes, ont également montré que les femmes ont longtemps été définies avant tout par leur pouvoir de gestation. Cependant, le sexe biologique n'est pas réductible à la fonction reproductrice, pas plus qu'on ne peut se contenter de définir une femme au regard de ses seules capacités reproductives. Toutes les femmes ne peuvent pas enfanter, ou même plus, ne souhaitent pas procréer. Quelques-uns des acteurs du sport que j'ai interviewés en sont d'ailleurs conscients et me disent « Vous avez raison, la formule est peut-être un peu réduite, certaines femmes parfois ne peuvent pas procréer, mais c'est autre chose. » Ils sont embarrassés, ils vont alors prolonger leur réflexion. Et qu'est-ce qu'ils me disent ? Ils me disent alors
Une vraie femme, si on met le physique de côté, certes, ce sont des qualités d'endurance. Je parle de femmes sportives, de pugnacité, de volonté. Elles sont plus sérieuses, et tout et tout. Ces acteurs semblent à première vue s'appuyer sur des caractéristiques non genrées pour tenter de mieux cerner ce qu'est une vraie femme. Mais leur tentative de définition reste tributaire de la catégorisation sexuée, si prégnante dans le champ sportif. En effet, la mixité n'est communément admise que dans des disciplines qui ne sollicitent pas de force ou de robustesse ou de violence particulière, comme le tir, la voile ou l'équitation. Or, ces sports individuels sont souvent mal décrits et décrits comme faisant appel avant tout à des qualités dites psychiques, telles que la combativité ou la résistance, qu'on peut penser féminines, par exemple, ou des aptitudes d'adresse, d'agilité, de stratégie. Cette définition, cette description repose sur la bipolarisation traditionnelle des sexes, l'endurance pour les femmes, les féminines, contre la force masculine. Certains accentuent cette bipolarisation et me disent être une femme, c'est être plus ouverte au monde qui nous entoure, être capable de l'appréhender dans son ensemble. Avoir les qualités féminines, c'est la douceur, la compréhension, etc. Ainsi, les inégalités sociales entre hommes et femmes sont de fait très visibles et marquées dans le champ sportif, même si les analyses statistiques des records mondiaux d'athlétisme, de natation et même de cyclisme révèlent une réduction croissante de l'écart entre les performances masculines et féminines. C'est d'ailleurs une femme, Jutta Kleinschmidt, qui a remporté le Paris-Dakar en 2001. Lors des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, l'épreuve mixte de tir de skeet, avec un fusil de chasse de calibre inférieur ou égal à 12, a été remportée par une Chinoise, arrivée en tête devant 7 hommes, et devenue ainsi la première femme vainqueur d'une compétition mixte de tir. Suite à ces Jeux, la Fédération internationale de tir supprime la mixité dans cette épreuve, et la championne olympique n'aura plus jamais l'occasion de défendre son titre. À la question de savoir si les femmes vont rattraper un jour les hommes en termes de records sportifs, le célèbre médecin du sport Jean-Pierre de Mondenard répond catégoriquement par la négative, sauf pour la natation de longue distance, et ses arguments me laissent songeuse. Il explique: l'aptitude à flotter du corps féminin, son aérodynamisme et sa protection contre le froid, qui lui assure une épaisse couche adipeuse, peuvent jouer à son avantage. Sinon, en raison des différences morphologiques et physiologiques induites par l'hormone mâle, il semble bien qu'on ne puisse envisager sérieusement l'égalité des sexes. Tout au plus, peut-on affirmer que les femmes rattraperont et dépasseront toujours le temps des hommes avec plusieurs années de retard. Au mieux, poursuit de Mondenard, elles pourront donner la leçon à des hommes moins bien entraînés ou moins bien prédisposés qu'elles. Les pratiques sportives sont ainsi depuis toujours systématiquement sexuées pour respecter le présupposé de l'inégalité biologique des sexes. Sur les terrains sportifs, on pourrait bien être sur le lieu d'une impossible égalité. Pas tant par le décalage historique qui sépare l'appropriation masculine des pratiques de l'appropriation féminine de ces mêmes pratiques, mais par le fait que dans le sport, se jouent non seulement des apprentissages de technique, de savoir, de savoir-faire, mais en première et ultime instance, des identités d'hommes et de femmes. Je vous remercie pour votre attention. Merci.